Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce webinaire qui est dédié à l'asthme pédiatrique. C'est un sujet très important, certes, et surtout, c'est un sujet qui préoccupe de nombreux parents et professionnels de la santé aussi. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que l'asthme peut être très bien contrôlé, ça vous le savez plus que moi, mais avec les bons traitements justement et surtout une bonne et une prise en charge personnalisée, c'est justement ce qu'on va explorer ensemble ce soir. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Donc, je suis docteur Psyla Nasser, je suis le directeur médical des laboratoires au Palais à l'école d'Ati. Et j'ai l'immense plaisir d'avoir et d'accueillir avec moi ce soir deux imminentes expertes, deux amies. Je commence par professeur Raouda Boussofara et Dr Anis Zouaoui qui vont partager avec nous leur expertise sur la place des antileucotriennes justement et les stratégies thérapeutiques adaptées et personnalisées à chaque enfant pour une bonne prise en charge. N'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long des présentations. Donc, vous allez avoir en bas sur l'application Zoom le chat box et le Q&R. C'est un vrai moment d'échange. Je peux vous garantir une chose, que ce soir, on va se régaler avec de belles présentations. J'ai eu le privilège de les voir avant vous. Je cède la parole à vous. Je commence par Dr. Raouda Boussofara. Bonsoir. Bonsoir. Merci Nasser, merci au laboratoire. C'est Donc à vous la parole. je remercie Nasser pour l'invitation des laboratoires au Palia. Je remercie Anis qui était à l'origine de l'idée. Et je peux vous dire que c'est plus confortable d'être à la maison et de communiquer. Le désavantage, c'est de ne pas pouvoir vous voir. Et merci à vous tous d'avoir été si nombreux à vouloir suivre ce webinaire. Donc, je vais vous parler de la prise en charge de l'asthme de l'enfant et quelle est la place des phénotypes. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut personnaliser le traitement de l'asthme de l'enfant? Alors, l'asthme, comme vous savez ou vous devinez un peu, c'est une maladie qui est multifactorielle, qui est caractérisée par son hétérogénéité dans sa présentation clinique. Il y a une faiblesse aussi des arguments diagnostiques. C'est une maladie chronique et elle est variable dans le temps. Les enfants ne sont pas pareils l'été et l'hiver, également quand ils sont nourrissons, enfants, adolescents et par la suite adultes. Des recommandations GINA sont éditées chaque année pour aider le praticien à atteindre ses objectifs, qui sont le contrôle de l'asthme. Mais tous les enfants ne sont pas pareils et ne répondent pas pareillement aux traitements proposés selon ces recommandations, d'où les phénotypes. Mais alors, comment on va identifier, sur quels critères on va identifier ces phénotypes? Est-ce que sur la clinique? Est-ce que c'est sur la biologie? Est-ce que c'est sur les explorations fonctionnelles respiratoires? Est-ce que c'est la réponse au traitement ou bien sur l'évolution? Alors, l'asthme est génétiquement déterminé. On n'est pas égaux face à cette maladie. Mais elle est largement modulée par l'environnement et l'exposition à l'enfant aux, aux différents allergènes et aux différents irritants. Ce qui aboutit à avoir un phénotype clinique, mais le phénotype n'est pas seulement clinique, il est clinico-biologique, aussi fonctionnel respiratoire. Et ainsi, schématiquement, on peut avoir des enfants qui sont atopiques, des enfants viro-induits ou des enfants qui ont un asthme particulièrement sévère ou bien avec altération de la fonction respiratoire.
Alors, il y a eu des études épidémiologiques qui sont observationnelles. C'est des études statistiques qui ont été faites sur ces critères clinico-biologiques fonctionnels respiratoires et qui, pour identifier et séparer les différents phénotypes et pour voir à quel traitement ils pourraient répondre le mieux. L'idéal serait de pouvoir identifier également les endotypes. C'est une histoire un peu plus difficile pour voir si le mécanisme de notre asthme et si l'inflammation que présente l'enfant est plutôt éosinophilique ou neutrophilique. Ça, c'est un peu plus difficile à identifier. Et bien sûr, par la suite, on va avoir une réponse au traitement. Les plus connus, ce sont les corticoïdes inhalés, mais il y a également les antileucotriennes et des fois, l'azithromycine comme anti-inflammatoire et les biothérapies dans les formes sévères. Alors, quand on prend en charge un enfant asthmatique, le premier moyen qui vient à l'esprit, c'est les médicaments. Mais sachez qu'on ne peut pas uniquement faire une prescription. Il y a également à prendre en considération l'environnement dans lequel vit l'enfant. S'il est exposé au tabac, si sa chambre est bourrée d'acariens, donc il faut faire des conseils de son environnement. Également, éducation thérapeutique, parce que on doit avoir recours généralement aux chambres d'inhalation, qu'il faut toujours expliquer. Et puis expliquer la maladie pour qu'ils n'arrêtent pas leur traitement au cours de route. Et bien sûr, prendre en charge les comorbidités. Donc, sur le plan physiopathologique, l'asthme est une maladie inflammatoire. Elle met en jeu une inflammation de type Th2 avec comme effecteur le basophile, le mastocyte, l'éosinophiles. Mais cette inflammation pourrait être aussi neutrophilique, plus rarement. Alors, bien sûr, le traitement va viser essentiellement la réaction inflammatoire, qu'il s'agisse de glucocorticoïdes ou antileucotriennes. Plus rarement, on a recours de façon sporadique aux antihistaminiques, notamment quand il y a une rhinite allergique associée. Les médicaments de l'asthme ne sont pas que les corticoïdes inhalés. Il y a également les bêta-2, courte durée d'action, les bêta-2, longue durée d'action, l'association corticostéroïdes inhalés, bêta-2, longue durée d'action à partir de 4 ans, les antileucotriennes à partir de 6 mois. Et dans les recommandations nouvelles, on a rajouté dans les formes sévères le tiotropium et parfois on a recours aux biothérapies dans les asthmes sévères. Donc, la corticothérapie inhalée est la base du traitement de fond de l'asthme. Elle permet d'éviter les exacerbations et de permettre à l'enfant de vivre normalement, et pratiquer le sport, ne pas s'absenter de l'école et avoir une bonne qualité de vie. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une inflammation qui est toujours présente, même dans les formes peu sévères avec peu de symptômes. C'est la partie cachée de l'iceberg. Donc maintenant, faut-il la prendre en charge par un traitement médicamenteux ou pas? On verra tout à l'heure. Parce que ces enfants peuvent faire des exacerbations des fois sévères. Et bien sûr, l'idéal pour nous, c'est d'aboutir à l'âge adulte avec une fonction respiratoire normale. Alors, quand va-t-on commencer un traitement de fond de l'asthme? Quand le patient présente plusieurs épisodes d'exacerbation de gènes qui nécessitent un traitement de secours associant bêta-2, courte durée d'action et corticoïdes parfois générales,
ou bien si l'enfant a fait une exacerbation sévère qui l'a mené aux urgences ou à une hospitalisation. Le dispositif d'inhalation est une base de prise en charge parce qu'il faut bien véhiculer le traitement de la bouche vers les bronches. Donc, il y a différents dispositifs qui sont là pour nous aider. Il y a une chambre d'inhalation, mais il y a également les dispositifs de poudre sèche qui peuvent être séparés ou combinés. Alors, pour ce qui est de la chambre d'inhalation, chez les petits de moins de 4 ans, moins de 3 ans, je dirais, on doit utiliser le masque, mais il faudra que l'enfant aussi participe un peu. Je vais vous montrer des vidéos où il est impossible de véhiculer le traitement correctement. Après, à partir de 3 ans, 4 ans, ils peuvent souffler sans le masque directement dans l'embout. Et puis, à partir de 7-8 ans, on peut avoir recours aux poudres sèches. Mais il faut toujours revoir la technique inhalatoire, l'expliquer au départ et l'évaluer chaque fois et chaque consultation. L'objectif que nous visons, c'est de contrôler les symptômes et le risque d'exacerbation en évitant les effets indésirables des médicaments et en maintenant une fonction pulmonaire proche de la normale. Et finalement, qu'est-ce qu'on voudrait dans la vraie vie pour cet enfant? C'est qu'il puisse mener une vie normale. Le contrôle de l'asthme est évalué sur les symptômes cliniquement, que cliniquement, on n'a pas besoin d'autre chose, sur les symptômes diurnes, sur les réveils nocturnes, qui, quand ils sont là, prennent une mauvaise note, les besoins en bêta-2 courte durée d'action et la limitation de l'activité à cause de l'asthme. Et on cote ainsi sur le mois combien d'items on a coché. Quand l'idéal, c'est de ne pas avoir de gêne du tout, vivre normalement. C'est des asthmes bien contrôlés à ce moment-là. Mais il peut y avoir un ou deux items qui sont perturbés. À ce moment-là, on a un asthme partiellement contrôlé. Et puis, si les items augmentent, on a un asthme qui n'est pas du tout contrôlé. Alors, à la salle d'attente, on peut leur donner ces tests de contrôle de l'asthme. La première partie est remplie par l'enfant. Il va parler de sa gêne, il va l'évaluer. Selon le questionnaire, il va donner une note. Et la deuxième partie est réservée aux parents pour répondre sur le mois précédent combien l'enfant a été gêné. Et le total va nous permettre de dire s'il est supérieur à 20, l'enfant est bien contrôlé. Et s'il est inférieur, c'est qu'il n'est pas bien contrôlé. Alors maintenant, je vais vous parler des particularités en fonction de l'âge. Pour l'asthme du nourrisson, le problème qui se pose pour l'asthme du nourrisson, c'est qu'on a très peu de moyens diagnostiques. Donc, si on a un enfant qui est un nourrisson qui semble avoir un asthme sans qu'on ait aucun signe d'inquiétude, ni toux grasse, ni symptômes très précoces par rapport à la naissance, ni retentissement sur sa croissance, je l'ai dit ou j'ai pas dit, j'ai oublié. En tout cas, pas d'antécédent périnatale. Si on a un enfant qui ne pose aucun problème, donc on n'a pas de signe d'inquiétude, on peut dire que c'est peut-être de l'asthme et on va mettre un traitement. Si ce traitement marche dans l'immédiat et secondairement en traitement de fond, c'est bon, on est devant un enfant asthmatique. Si la réponse, bien sûr, après avoir fait une radio du thorax et que celle-ci se soit avérée normale. Donc, vous voyez, on a très peu de moyens diagnostiques de l'asthme chez le nourrisson.
Justine Juste, dans une étude statistique sur les clusters, a identifié un cluster 1 qui est en bleu. Ce cluster 1 est un asthme léger qui est contrôlé par de faibles doses de corticoïdes et qui est souvent viro-induit. Après, vous avez en vert, c'est le cluster 3. Il est plus fréquent. Il prend comme les enfants, les nourrissons ont un terrain atopique personnel ou familial et généralement ils répondent bien aux corticoïdes inhalés. Et puis il y a le cluster de rouge qui est plus sévère parce que on n'arrive pas à bien le contrôler par les thérapeutiques habituelles et ça concerne surtout ces enfants qui vont en crèche, dans les jardins d'enfants et qui sont exposés aux infections qui les déclenchent. Alors, on va essayer un peu toutes les thérapeutiques pour voir est-ce qu'on pourra les contrôler. Il y a également l'évolution de cet asthme du nourrisson qui est particulière. Et dans cette étude de Tucson, qui est certes très ancienne, mais qui est très informative, parce qu'elle a pris en considération des petits nouveau-nés, les a suivis tout au long. Donc, il y a des petits nourrissons qui, bien sûr, il y a des enfants qui n'ont jamais sifflé, ni avant 3 ans, ni après, qui étaient environ la moitié de la cohorte. Puis, il y a des nourrissons qui ont sifflé avant l'âge de 3 ans et qui n'ont plus sifflé par la suite. Et il y a ceux qui ont continué à siffler après 6 ans. Ceux-là, on les a étudiés par un index prédictif d'asthme qui a jugé des critères majeurs et mineurs. Les critères majeurs, c'est les antécédents familiaux d'asthme, de dermatite atopique, de sensibilisation à un pneuma allergène. Et les critères mineurs, c'est une sensibilisation aux trophallergènes, euh, un wheezing non lié aux infections ORL, virales, et une éosinophilie sanguine supérieure à 4%. L'index est dit positif s'il y a un critère majeur ou deux critères mineurs. Donc, les enfants, les nourrissons qui vont continuer à siffler à l'âge de l'enfance, ce sont ceux qui ont un terrain atopique, familial, personnel. Alors maintenant, on passe sur les recommandations GINA, qui se répètent un peu toutes les années, chez les moins de 5 ans. Alors l'étape 1, c'est des enfants qui ne sont plus très symptomatiques et que peut-être vont faire un épisode hivernal viro-induit. Ceux-là, on peut les traiter à la demande. Donc, on va associer chaque fois bêta-2, courte durée d'action, corticoïdes, que ce soit inhalé pendant une courte durée ou par voie générale. Mais généralement, ils ne sont pas très symptomatiques. Donc, on peut se permettre de ne pas les surcharger en traitement. L'étape 2, c'est la faible dose de corticostéroïdes inhalés ou bien, comme alternative, l'antileucotriène. Et je vais vous montrer une étude qui a montré l'efficacité de l'antileucotriène dans l'asthme du nourrisson à cette étape 2. Donc, vous voyez, c'est des asthmes qui ne sont pas très sévères, et particulièrement les asthmes viro-induits. Et souvent, le nourrisson est viro-induit beaucoup plus qu'allergique. L'étape 3, c'est la double simple dose de faible dose de corticoïdes inhalés associée à un antileucotriène. Donc là, on associe, on ne fait plus ou bien. Donc, hey. Et par la suite, étape 4, c'est soit qu'on n'est pas du tout devant un asthme
un asthme, il s'agit d'une autre pathologie, ou bien que l'inhalation n'est pas bonne et il faudrait peut-être faire des nébulisations à ces enfants pendant une période. Les doses faibles, fortes, donc voilà. Les chambres d'inhalation, c'est le moyen incontournable pour que le traitement parvienne au site. Donc voilà différentes chambres d'inhalation. En Tunisie, il y en a d'autres. Il ne faut pas que le calibre soit grand pour que le médicament passe plus rapidement. Regardez cet enfant. Allez, comment on va lui faire prendre le spray? Il a fait pire. Donc après, donc regardez celui-là. Donc vous voyez, voilà les difficultés qu'on a. Alors le montelukast est un médicament qui est intéressant puisque on l'a vu là dans cette étude Previa chez les enfants de 2 à 5 ans qui ne sont pas très symptomatiques. On leur a mis l'antileucotrienne versus placebo et on a vu qu'il y avait une nette diminution des exacerbations, le recours au bêta-2 de secours, courte durée d'action associée aux corticoïdes. Donc, c'est une excellente alternative, que ce soit donc, dans cette indication d'asthme du nourrisson léger, viro-induit, et qui ne veulent pas du tout prendre une chambre d'inhalation. Donc, on pourrait avoir cette alternative. Alors maintenant, pour l'enfant, quelles sont les particularités? Là, on est beaucoup plus à l'aise parce qu'on dispose d'exploration fonctionnelle respiratoire et on peut même identifier, grâce à ces explorations, le phénotype éosinophilique parce que on peut faire la fraction exhalée de NO et si elle est élevée, on peut prédire une bonne réponse aux corticoïdes inhalés. Les tests cutanés aussi rentrent dans le diagnostic, ils confortent le diagnostic de l'asthme parce que le grand enfant, il est souvent allergique, contrairement au nourrisson qui est souvent viro-induit. Alors, là, les corticoïdes, là encore plus que le nourrisson, les corticoïdes inhalés ont une grande efficacité sur les symptômes et les exacerbations. Et pensez toujours à l'inflammation, à la partie cachée de l'iceberg, et ces enfants qui ont des symptômes mineurs, mais qui ne sont pas à l'abri de faire des exacerbations sévères. Bien sûr, il faudra aussi avoir comme objectif final des EFR normales. Alors, que nous dit les recommandations GINA? L'étape 1, c'est un traitement à la demande. Mais quand on dit à la demande, ce n'est pas des bêta-2 courte durée d'action seuls. Il faut toujours les associer à un corticostéroïde inhalé. Donc, à chaque fois qu'on a besoin, on va les associer pour une courte période. L'étape 2, c'est la faible dose de corticostéroïdes inhalés ou bien antileucotriennes. Et je vais vous montrer une étude qui les a comparés avec un bénéfice qui est proche. Alors, l'étape 3, c'est la faible dose de corticostéroïdes inhalés associée à un bêta-2 longue durée d'action. Et puis après, ou bien associé à un antileucotrienne. Mais là, c'est plus. Pas ou. Et l'étape 4, c'est la dose moyenne ou forte de corticostéroïdes inhalés associée au bêta-2 longue durée d'action. Bien, on peut aussi associer les antileucotriennes pour pas aboutir à l'étape 5 où on n'a plus que des anti-IgE ou des anticholinergiques qui ont été récemment introduits dans les recommandations.
Voici les doses faibles, moyennes, élevées des corticoïdes stéroïdes inhalés, mais on a tendance à donner un équivalent de fluticasone 100 microgrammes fois 2 par jour. Dans cette étude mosaïque dont je vous ai un peu parlé, on a comparé chez les 6 à 14 ans qui ont un asthme persistant léger, donc l'étape 2, fluticasone avec versus montelukast. Donc les deux groupes étaient comparables et on a constaté qu'il y avait une baisse du recours au bêta-2 courte durée d'action associé plus ou moins aux corticoïdes par voie générale dans les deux groupes, sans différence significative. Alors là, je vais vous introduire les comorbidités. Et pour l'enfant, je vais parler de la rhinite allergique. Parce que le fait d'avoir une rhinite associée à l'asthme, ça fait que ces enfants vont consulter beaucoup plus les urgences, vont consulter plus un médecin. Cette étude est certes faite chez l'adulte, mais très informative. Et donc, pareillement, l'enfant va être très gêné par la rhinite quand elle est associée à l'asthme. Et en plus, il va être peut-être plus hospitalisé que les autres. Dans cette étude radar qui a été faite chez l'adulte et qui a étudié chez l'enfant asthmatique associé à une rhinite, qui sont sous corticoïdes inhalés plus ou moins associés au bêta-2, le fait de rajouter un antileucotriène a diminué au bout de 8 semaines les symptômes de la rhinite. Alors maintenant, l'adolescent. L'adolescent est particulier parce que il ne veut plus prendre de traitement. Et quand il prend un traitement, il va être à la demande et il va abuser des bêta-2 courte durée d'action. Et ces enfants risquent de faire des exacerbations sévères d'asthme. D'où la première partie du schéma, avec recommandations GINA, étape 1 et 2, on va leur proposer, dans la première partie, un corticostéroïde inhalé en poudre sèche associé au formoterol, qui a une action rapide, qui simule les bêta-2 courte durée d'action. Donc, ce traitement à la demande pourrait être intéressant pour ces adolescents. L'étape 3, ils ont un asthme qui est quand même euh, plus, plus exacerbateur, plus gênant. Donc, ils doivent prendre cette association continue tout en pouvant rajouter des doses en cas de besoin. L'étape 4, c'est la dose moyenne de corticostéroïdes inhalés associée au formoterol, etc. On peut rajouter dans l'étape 5, avant de proposer les biothérapies, les anticholinergiques. Alors, la partie basse, c'est l'ancienne recommandation, c'est-à-dire l'étape 1, c'est chaque fois qu'ils ont besoin, ils ne prennent pas uniquement les bêta-2 courte durée d'action. Ils doivent les coupler avec un corticostéroïde inhalé. L'étape 2, c'est la faible dose de corticostéroïde inhalé ou bien antileucotrienne. L'étape 3, c'est association de la faible dose de corticoïdes au bêta-2 longue durée d'action. Et l'étape 4, c'est la dose moyenne de dose forte avec association bêta-2 longue durée d'action. Les comorbidités chez l'ado, dont je vais vous parler, mais qui existent également chez l'enfant. Ce sont les asthmes d'effort. Anissa va vous présenter, je crois, un cas clinique. Bon, les bêta-2 courte durée d'action sont efficaces, il n'y a pas de souci. Mais quand ils exagèrent de les prendre souvent, il y a une baisse des récepteurs des bêta-2
Et donc, il va y avoir un épuisement et un traitement qui ne va plus être très efficace. Il faudrait alors rajouter un corticostéroïde inhalé ou bien, comme alternative, l'antileucotrienne qui, est, qui a l'avantage d'être pris en un seul comprimé. Chez les ados, ça pourrait les intéresser fortement. En plus, les ados veulent pratiquer du sport et alors l'antileucotrienne ne contre-indique pas, n'est pas interdit par l'antidopage. Alors maintenant, un mot sur les enfants obèses, hein, et souvent adolescents, mais également ça peut être les enfants. Mais j'en parle avec les ados parce que ça pose réel problème. Euh, donc, dans cette étude, chez les 3 à 5 ans, là, c'est pas les ados, mais on peut très bien extrapoler. Ce sont des asthmes persistants avec un traitement de fond. Ils répondent pas très bien au traitement. Ils ont souvent recours aux soins. Ils ne veulent plus faire d'activité sportive et ça impacte fortement leur qualité de vie. Alors, vous voyez, si on les regarde de près au niveau du contrôle, on voit qu'ils sont très peu contrôlés. Donc, vous voyez, en rouge, je les ai encadrés. Donc, Romain, ils sont en bleu par rapport aux témoins, donc ils sont très moins contrôlés. Mais par contre, si on regarde leur fonction respiratoire, on voit qu'elle est similaire aux autres enfants. Donc, c'est des enfants qui ne répondent pas bien aux corticoïdes inhalés. Ils ont une inflammation qui n'est peut-être pas éosinophilique. Donc, on peut leur proposer les antileucotriennes. Je finis par l'asthme sévère. L'asthme sévère, ce sont les étapes 4 et 5 du GINA. Il y a une définition pédiatrique, ce sont des asthmes qui ont une charge thérapeutique importante, associant tous les médicaments dont on dispose, corticostéroïdes inhalés, bêta de longue durée d'action, antileucotriennes, anticholinergiques, et qui restent symptomatiques avec des exacerbations nécessitant un recours corticoïde, des hospitalisations avec une altération plus ou moins de la fonction respiratoire, c'est pas obligé. Quand on a essayé de voir quel phénotype, on a vu qu'ils sont essentiellement des enfants allergiques dans l'étude de Jocelyne Juste dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est des enfants plutôt allergiques et ils sont allergiques à certains allergènes, sensibilisés à certains allergènes, comme l'alternaria ou la blatte, et ils ont des sensibilisations multiples. Ils peuvent avoir d'autres signes d'atopie tels que la dermatite atopique, les allergies alimentaires associées. Alors, à cela, on va proposer les biothérapies, qu'il s'agisse d'anti-IgE ou d'anti-IL5 ou bien d'anti-17 s'il s'agit d'une inflammation neutrophilique. Alors, en fin de compte, pour ce résumé, alors l'efficacité dans la vraie vie d'un traitement qu'on va instaurer à un enfant dépend des études cliniques, tout ce qu'on sait sur ces études cliniques. Mais le plus important, c'est l'observance qui dépend de la technique d'inhalation, du médicament, de la forme galénique, du nombre de prises, des effets secondaires, de l'éducation du patient. Donc, vous voyez, on a beau faire des recommandations scientifiques, il y a un enfant qui peut ne pas répondre de la même manière à ce qu'on lui propose selon les recommandations. Pour finir et se résumer, quel que soit le phénotype, observance, technique inhalatoire, et puis pensez aux autres diagnostics, surtout chez le nourrisson.
Alors, l'asthme du nourrisson et du jeune enfant, s'il est atopique, il va répondre aux corticoïdes inhalés. S'il est viroïde, on a une alternative intéressante avec les antileucotriens. Si c'est un asthme léger, le traitement intermittent. S'il est sévère, on va peut-être utiliser les nébulisations de budesonide, plus ou moins associées aux antileucotriens. Pour l'asthme de l'enfant et ado, les recommandations GINA par palier sont tout à fait efficaces. Il faut prendre en considération seulement les comorbidités, rhinite, effort, obèse, et peut-être rajouter un antileucotrien. Et dans les asthmes sévères, c'est identifier là particulièrement le phénotype atopique pour leur proposer les biothérapies. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci encore de l'excellente présentation. Pour le timing, c'était parfait. Ça vous a pris 32 minutes exactement. Ah, tant mieux. C'est impeccable. Et ce que je retiens, moi, en une seule phrase, peut-être, c'est que, et ça, vous le savez plus que moi actuellement, et ce n'est pas valable que pour l'asthme. Pour toutes les maladies chroniques, finalement, on est dans une ère de personnalisation du traitement. Il n'y a pas un traitement qui marche pour tout le monde, et particulièrement pour l'asthme symphonie pédiatrique. On sait tous que la base de la prise en charge de l'asthme, c'est les corticoïdes inhalés. Mais après, il y a des profils patients et que vous avez bien cité. Je rappelle l'asthme de l'enfant, voilà, l'obésité qui engendre, comme vous l'avez bien cité, une certaine voilà, une résistance au traitement inhalé par corticoïdes, l'association à la rhinite allergique et bien d'autres profils de patients, ce qu'on parle de phénotype. Et je pense qu'il est bien, c'est que on devrait, dès le départ, dès les stades les plus légers de l'asthme, penser à ces phénotypes-là pour adapter justement les thérapies chez le patient et donc apporter une solution qu'on personnalisée et ça on le veut tous en tant que praticien, augmenter la chance de réussite du traitement de nos patients. Il y a quelques questions. Je pense qu'on prendra ces questions-là et après, je cède la parole à Dr. Zouawi. Il y a deux questions qui se rejoignent un peu, celle de Dr. Bennis et de Dr. Hamrouni, qui voudraient savoir un peu quelle est la durée d'utilisation des antileucotriennes. Maintenant, si je décide sur la base du tableau clinique du patient, des recommandations, j'ai un diagnostic confirmé, je choisis un antileucotrien, le montelukast par exemple. Pas par exemple, c'est la seule molécule qui existe. Quelle est la durée de traitement puisque c'est un traitement de fond? La posologie, docteur Jeud dit aussi, voudrait savoir selon l'âge quelle est la posologie à utiliser. Donc on répond à cette partie de la question et après Donc, je vous pose les pardon. autres questions. Voilà. La Donc, durée du traitement, ouais, et en fait, il n'y a pas de durée. Souvent, on va le maintenir pendant la saison où l'enfant est plus gêné. Souvent, c'est l'hiver. Comme généralement, ils ne sont pas allergiques, donc le printemps va se dérouler pas trop mal. Donc, on va maintenir ce traitement jusqu'à ce qu'il fasse un peu plus chaud et qu'il y a moins de virus et moins d'exacerbation. Donc, il n'y a parfait. pas de Donc, durée oui, à proprement parler. Il n'y a pas de souci pour la durée. Les moins de 5 ans, ils vont prendre les sachets à 4 milligrammes qui ne doivent pas être mélangés avec de l'eau, mais avec quelque chose de un peu solide, comme le yaourt, les compotes, etc. Et à partir de 5 ans, c'est les comprimés à croquer. 5 Pas à milligrammes. avaler, mais à croquer. Oui. Voilà. Excellent, excellent. Alors, une question aussi intéressante de Dr. Hamrouni par rapport au step down, surtout في période estivale, في l'été, est-ce qu'on diminue le traitement? Est-ce qu'on pourrait justement avoir recours aux antileucotriennes comme
solution de step down, je pourrais arrêter le corticoïde inhalé, hein, puisque je peux, comme vous l'avez cité, surtout pour le step 3, associer un corticoïde plus un montelukast. Ce que je peux faire la période estivale, je sais que ce n'est pas conseillé d'arrêter un traitement de fond, mais ce que je peux faire un step down lorsque le patient est bien contrôlé, arrêter par exemple le corticoïde et rester sur le montelukast. Alors, il y a une étude qui a été faite sur step down avec l'utilisation sur l'étape 1, par exemple, de l'anti-leucotriène pour passer d'une étape 2 à 1, mais il n'y a pas, c'était pas une concluant. Mhm. Il y a eu des enfants qui ont continué à exacerber. Maintenant, la particularité de l'été, et surtout, c'est les enfants qui ne sont pas atopiques, qui sont viro-induits. Et l'été, on sait très bien qu'il n'y a pas beaucoup de virus. Moi, j'enlève toute thérapeutique et je donne pas dans les quotidiennes l'été. Par contre, je leur donne un schéma associant bêta-2 courte durée d'action et corticoïdes l'été s'ils ont une toux ou une exacerbation. Ils commencent très tôt, très vite à prendre ce traitement. Mais j'arrête tout traitement à l'été chez ces enfants qui ne sont pas atopiques sans aucun souci. Mais mon problème seulement dans cette prise en charge, c'est qu'ils ne reprennent pas leur traitement le 1er septembre alors Mhm. qu'il fait encore très chaud et ils perdent l'avantage de l'été. C'est Parce clair. qu'après, quand ils reprennent le traitement alors qu'ils exacerbent, c'est fini. La branche est abîmée et on va mettre 2 mois pour qu'elle se restaure de nouveau. Donc, sinon, tout à l'heure, vous disiez qu'il n'est pas recommandé d'arrêter l'été. Mais arrêter chez les petits nourrissons. Amener le test négatif. On peut les soulager, mais il faut expliquer aux parents, fin août, début septembre, ils reprennent le traitement. Très bien. Excellent. Alors, une autre question euh, par rapport au... On a posé... Alors, docteur Hamrouni voudrait... Vous avez parlé des anticholinergiques. La place dans l'asthme de l'enfant, à partir de quel âge? Ou bien c'est juste les adultes et les grands enfants? Dans Les les lamas, enfants, c'est de recommandation GINA, c'est chez les enfants de 600 ans. 6 à 11 ans. OK. On en a parlé chez Mais 600 c'est les ans, step on a 5 maintenant, continué. vraiment l'asthme sévère. Voilà, voilà, L'asthme sévère. Très bien. voilà. Une autre question de docteur Free par rapport à l'association corticoïde bronchodilatateur de longue durée d'action chez les enfants de 4 ans. C'est vrai que c'est aura même. Vous, Non, à partir de 4 ans, c'est bon. les tartes inférieures à 4 ans, je sais Ah, que je les donne là-bas, c'est pas. déconseillé, donc Je c'est donne pas. plutôt, donc c'est Je plutôt préfère suivre les ICS ANM plus, oui, et rajouter un le anti-leucotriène. quatrième, c'est mieux, justement. Excellent. Une question par rapport aux effets secondaires des Ah, je m'attendais à antileucotriènes. celle-là. Oui, oui, il y a deux questions par rapport à ça, surtout par rapport au cauchemar. Euh, Quel est le temps qu'il faut attendre avant d'arrêter le traitement? Est-ce que j'arrête d'emblée? Il y a des gens qui disent qu'au lieu de donner le soir, je donne le matin. Comment vous, parce que, in fine, parfois on est obligé de traiter, d'utiliser, c'est de ne pas pouvoir laisser un enfant qu'un risque de non-contrôle et d'exacerbation, l'autre qui peuvent être, qui peuvent engager le pronostic vital. Donc, Enti, comment vous gérez cela? Euh, Bon, ils sont très peu fréquents, mhm, les effets secondaires de ces. Moi, j'utilise beaucoup les antileucotriènes, surtout chez les tout petits. mhm, Et en association chez les obèses mhm. et aussi quand ils ont une rhinite allergique. Et même des fois, quand la rhinite allergique est seule, sans asthme. Ça pourrait aider aussi. Alors, j'ai vu très, très peu d'effets secondaires. Les cauchemars, moi, je vous dis honnêtement, j'arrête.
Si mhm. l'enfant fait des cauchemars qui crient la nuit, j'arrête. Les antilocotriennes et tout rentre dans l'ordre. Maintenant, des fois, les parents, ils me disent quel est le désavantage de voir leur enfant crier la nuit Par ou rapport à... bien de le voir pas tousser. Oui, Il y oui, en a une justement. qui m'a dit, ça fait rien, je garde l'antilocotrienne, mais il y a longtemps. Dernièrement, j'ai eu un enfant un peu plus grand qui est devenu carrément agité. Et là, j'ai arrêté. Sauf de lui, j'ai Mhm. arrêté l'antilocotrienne. Excellent, Voilà. excellent. C'est bon Il à y a, savoir. dès Mais qu'on arrête, heureusement, il n'y a c'est pas plus. quelque chose de Mais fréquent, on mais n'a pas de choses oui, graves. Hein. oui. Voilà. Excellent. Merci. Je pense qu'on doit s'arrêter là pour les questions, mais on garde deuxième partie après la présentation de Dr Zouaoui. Anis, je pense que tu vas nous emmener à les phénotypes, les حكيت عليهم Dr Oui, Boussofar, à travers deux cas cliniques qu'on va essayer d'explorer ensemble, n'est-ce pas? tout à fait. Alors, Parfait. Donc, je te cède la parole. bonsoir tout le monde. Ravi de partager l'expérience de professeur Boussofara, qui est mon maître et mon ami aujourd'hui, avec Nasser Psila et les laboratoires Ricordati et Opalia Ricordati que je remercie. Et on va justement aujourd'hui marquer par deux cas cliniques le phénotypage dont parlait le professeur Boussofara. Le premier cas clinique d'un enfant obèse, justement, et place des antileucotriennes. Et le deuxième, c'est un enfant avec euh, un syndrome d'apnée de sommeil. Donc, diapo. Alors, nous commençons avec ce cas clinique d'un enfant de 12 ans, un garçon qui pèse 68 kilos et une taille de 1,52 m. Et donc, il a un indice de masse corporelle à 29,4, ce qui correspond à une obésité selon les courbes pédiatriques. Alors, dans ses antécédents, il présente un asthme persistant, léger, depuis excusez-moi, 12 secondes. Voilà, depuis 3 ans, avec une allergie saisonnière au pollen. Pour le motif de consultation, il a consulté, c'est un cas réel, pour une toux chronique, toux nocturne et une dyspnée d'effort, aggravée lors des activités sportives. Il n'a pas présenté de fièvre ni d'infection respiratoire. Alors, à l'examen clinique, une tension artérielle normale, une fréquence cardiaque à 95, il sature à l'air ambiant à 97%, une auscultation, quelques sibilants discrets bilatéraux à l'expiration et un indice de masse corporelle élevé, confirmant l'obésité. Pour les examens complémentaires, une spirométrie qui montre un VMS à 75% de la valeur théorique et une réponse positive au bronchodilatateur avec un gain de 20% confirmant l'asthme. Les tests cutanés allergologiques sont positifs au pollen, donc il s'agit bien d'un asthme allergique. Alors sa prise en charge initiale était d'instaurer des mesures hygiéno-diététiques, un rééquilibrage alimentaire, une activité physique adaptée et un suivi nutritionnel. Pour le traitement de l'asthme, on a démarré les bêta-2 agonistes de courte durée d'action. Je rappelle que c'est un asthme qui est léger. En cas de crise, donc des bêta-2 courte durée d'action. Et on a associé le montelukast à 5 mg le soir, un comprimé à croquer, qui est indiqué justement pour l'asthme léger et pour l'allergie associée et bien entendu l'obésité. Et là, on est bien dans le phénotypage de l'enfant. Avec une éducation thérapeutique, comme a insisté le professeur Boussofara, les techniques d'inhalation qui sont révisées à chaque consultation avec les parents et l'enfant et un plan d'action écrit et personnalisé pour l'allergie respiratoire. Alors, dans le suivi, après un mois, pour évaluer un peu les symptômes,
on l'a suivi et pour éventuellement ajuster le traitement si éventuellement les crises persistent. Et donc, dans le suivi, la diapo, s'il vous plaît. Donc, si on résume un peu quelques points pédagogiques pour ce patient et pour cet enfant de 12 ans, il s'agit bien d'une obésité qui représente un facteur aggravant de l'asthme, qui réduit, comme l'a précisé l'étude, et professeur Boussofara a insisté dessus, que les corticoïdes inhalés sont, c'est-à-dire ces enfants-là, sont moins répondeurs aux corticoïdes inhalés à cause de cette obésité. Et on va voir après, plus tard, la physiopathologie. Le montelukast est particulièrement intéressant chez ces enfants qui ont une composante allergique et qui ont aussi cette obésité. Diapo, s'il vous plaît. Alors, on va faire quelques QCM pour un peu animer cette séance. Donc, bon, pour la première question, quelle est la classe thérapeutique du montelukast? Donc, bon, c'est clair, mais on va y aller tout doucement. Bêta-2 agoniste, corticoïde inhalé, antagoniste des récepteurs aux antileucotriennes ou antihistaminique. Vous pouvez répondre, mettre vos réponses dans la discussion très rapidement si vous le voulez. Donc, juste écrire A, B, C ou la D. Donc, C, c'est tout le monde a répondu C. Il y a un D. Voilà. Donc, OK. Mais je pense que la réponse est claire. la réponse, c'est bien sûr, c'est des antagonistes des récepteurs aux antileucotriennes et en aucun cas, ce ne sont ni des corticoïdes ni des antihistaminiques. Et on va voir plus tard dans la diapo suivante que ces antileucotriennes, ils ont en fait, le montelukast bloque les récepteurs aux leucotriennes 5-LT1, qui est le vif de la physiopathologie de l'asthme, qui sont des médiateurs de l'inflammation bronchique et de la bronchoconstriction. Ce n'est pas un bronchodilatateur direct, ce n'est pas un corticoïde, il réduit l'inflammation bronchique et améliore le contrôle de l'asthme. Il diminue l'inflammation des voies aériennes et la bronchoconstriction et surtout en cas d'asthme associé à une allergie ou à une composante d'hyperréactivité. Mais il n'est pas là pour remplacer les corticoïdes inhalés qui sont la pierre angulaire du traitement de l'asthme de l'enfant. Pour la deuxième question, donc, quel est le principal intérêt du montelukast chez cet enfant particulièrement? Est-ce que c'est pour traiter uniquement la rhinite allergique, pour réduire, petit b, l'inflammation bronchique et améliorer le contrôle de l'asthme, ou pour remplacer complètement les corticoïdes inhalés, ou enfin pour augmenter la capacité pulmonaire en stimulant les bronches? Alors, la majorité des personnes ont répondu B, je pense. B, B, B. Oui, et c'est la B. réponse juste, justement, parce que, comme on a dit tout à l'heure, il ne traite pas uniquement la rhinite allergique et il n'est pas là pour remplacer les corticoïdes inhalés, mais il a sa place dans l'inflammation bronchique et dans le contrôle de l'asthme. Donc, ici, c'est un diagramme qui résume un peu le phénotype justement de l'asthme. Et si on voit un peu la place des antileucotriennes dans l'asthme de l'enfant, et notamment l'enfant obèse, il a une certaine physiopathologie particulière et un certain phénotype et endotype particulier. En fait, ils ont une inflammation non néosinophilique et ils ont une certaine résistance aux corticoïdes inhalés. Rajoutant à ça un stress mécanique qui est dû à l'oppression thoracique due à l'obésité. Et donc, en cas d'asthme léger persistant, et c'est le cas de notre jeune patient, on peut donner le montelukast en monothérapie. Mais si l'asthme est modéré, et donc là on rejoint
le, le step 2, 3 et 4 dont a insisté le professeur Boussofara. Si c'est un asthme modéré, on va passer à l'association Montelukast et corticostéroïdes inhalés. Toujours, on doit revenir au phénotypage de l'enfant et on doit imaginer devant nous toujours que c'est un enfant qui est obèse et que c'est un enfant qui a un asthme plus ou moins résistant aux corticoïdes inhalés. Alors, pour la diapo suivante, selon les études qu'a présentées le professeur Boussofara, bien sûr, les études à l'unanimité savent et montrent que les enfants obèses répondent moins bien aux corticostéroïdes inhalés, mais la réponse au montelukast n'est pas diminuée par l'obésité, elle est même meilleure. Une méta-analyse récente suggère que les antileucotriennes pourraient être particulièrement utiles chez ces enfants, surtout pour réduire les symptômes et diminuer les exacerbations d'asthme. Alors, le montelukast peut être proposé, comme on a dit tout à l'heure, en monothérapie si l'asthme est léger ou si les corticoïdes sont mal tolérés, mais aussi il peut être en association avec les corticostéroïdes inhalés si l'asthme est modéré. Et le phénotypage, il est bien clair, enfant obèse et qui a une rhinite allergique et qui a une inflammation bronchique. Si on avance un peu, alors les antagonistes des récepteurs des leucotriènes, qui est le montelukast, réduisent la bronchoconstriction, diminuent l'inflammation bronchique liée aux leucotriènes et peuvent améliorer le contrôle des symptômes, surtout chez ces enfants moins répondeurs aux corticostéroïdes inhalés. Encore une fois, on assiste alors, diapo suivante, sur la physiopathologie de l'enfant obèse qui est associée à une inflammation non éosinophilique, probablement neutrophilique, parce que les études sont en train de sortir dans ce sens, avec une résistance particulière aux corticostéroïdes, expliquant la réponse insuffisante, associée à un stress mécanique lié à un excès de masse grasse et aggravant les symptômes respiratoires. Diapo. Alors, parmi les facteurs suivants, lequel aggraverait l'asthme chez cet enfant particulièrement et parfois même la réponse aux corticoïdes inhalés? Donc, Très bien, vous l'obésité, claviez. donc l'obésité comme proposition, l'allergie, l'infection virale, la pollution atmosphérique. Quelques secondes. Je pense qu'on a deux, trois réponses A. Il y a quelqu'un qui a répondu A, B, C, D, col, mais une grande majorité des réponses, c'est A. Oui, alors là, il y a une petite... en fait, on va un peu développer cette question. L'obésité est certainement le facteur, parce que j'ai dit le facteur. Si on va retenir un parmi les quatre, c'est le facteur favorisant et principal. Mais les quatre peuvent justement aggraver l'asthme, l'allergie, l'infection virale, la pollution, tous. Mais si on se base sur un seul, c'est bien l'obésité dans ce cas. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Un instant, voilà. Alors, concernant la prise de montelukast, tout à l'heure, il y a eu une question dans ce sens. Laquelle est correcte? Alors, 5 milligrammes une fois par jour le soir. Nous rappelons que cet enfant a 12 ans et donc 5 milligrammes une fois le soir, 10 milligrammes deux fois par jour, 1 milligramme kilo en IV ou en prise seulement en cas de crise. Ok. C'est A. Tout le monde a répondu A. Quoi? Tout le Oui, monde. et donc tout à l'heure, professeur Voilà. Boussefal a répondu. C'est le soir, justement. Mais si jamais il y a des enfants qui préfèrent le matin, surtout, ils ont peur des effets indésirables, qu'on va détailler un peu dans une diapo suivante. Alors, les effets indésirables, justement, quels sont les effets indésirables possibles du montelukast qu'il faudrait surveiller? A. Troubles du sommeil et agitation. 2. Hyperglycémie.
3, hypotension sévère. 4, toux sèche. À vos claviers. Je pense qu'on prendra la réponse, elle est claire, hein, évidente. C'est A, hein. Tout le- Tous ceux qui ont répondu A. Ouais. Alors, dans la diapo d'après, on va détailler justement, c'est les troubles du sommeil et l'agitation. Alors, plusieurs études ont mis l'accent sur les effets neuropsychiques du Montelukast. Ils peuvent aller jusqu'à 20%, mais c'est très, très, très variable. On peut avoir de 5 à 20% selon les études en pneumopédiatrie, telles que l'insomnie, les rêves anormaux, l'irritabilité, les troubles de l'humeur, qui nécessitent justement, comme a dit le professeur Bousfara, l'arrêt. La résolution, la bonne nouvelle, c'est que ces effets indésirables s- sont vite résolus au bout de 3 jours. Et donc, on peut toujours rappeler les parents pour voir est-ce que les effets ont bien disparu. Et c'est le cas en général. Diapo, donc, d'après. L'obésité, on va revenir à cet enfant qui est obèse, est un facteur aggravant. L'obésité augmente le risque d'asthme sévère, réduit la réponse aux corticoïdes inhalés et aggrave la dyspnée à l'effort. Mais aussi, comme on a dit tout à l'heure pour le QCM, les infections virales et la pollution également peuvent aggraver l'asthme. Alors, au total, c'est un garçon de 10 ans qui a un indice de masse corporelle à 27, c'est une obésité modérée, un asthme depuis l'âge de 6 ans, qui consulte pour dyspnée tout nocturne et des sifflements. L'asthme est contrôlé par bêta-2 agoniste courte durée d'action en cas de crise, mais, mais cet enfant revient à la consultation avec des symptômes récidivants depuis 3 mois et donc décision d'introduire le montelukast plus on va associer au corticoïde inhalé faiblement dosé. Et pour la question suivante, quel est le stade d'asthme selon les recommandations GINA de cet enfant? S'agit-il d'un asthme intermittent ou d'un asthme persistant léger ou d'un asthme persistant modéré ou d'un asthme sévère? Vous pouvez écrire un, 2, 3 et 4. Donc j'ai un 3, donc un asthme persistant modéré. 3, donc l'asthme persistant modéré. Après, je vous laisse. Ok. Alors, justement, c'est un On est asthme. à 12 minutes de la présentation, docteur. Ouais. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Pas de Alors, il souci. s'agit bien d'un asthme modéré, persistant modéré, qui est défini par des symptômes quotidiens, un VMS entre 60 et 80% de la valeur théorique, c'est le cas de cet enfant, et des symptômes nocturnes supérieurs à 1 fois par semaine. Et ici, il s'est représenté à la consultation pour des symptômes récurrents. Alors, diapo suivante, s'il vous Oui. plaît. L'obésité chez cet enfant asthmatique diminue-t-elle la réponse aux corticoïdes inhalés? Est-ce qu'elle n'influence pas la fonction respiratoire? Est-ce qu'elle améliore la réponse aux bronchodilatateurs? Ou est-elle un facteur protecteur pour l'asthme? Donc A, B, C ou D. D. A. Donc là, Oui, tous ceux qui ont répondu oui, A. tout à J'ai fait. 6, 7 réponses. Oui. Ouais, c'est la bonne réponse. Donc, c'est l'obésité diminue bien la réponse aux corticoïdes inhalés. Concernant l'association des corticoïdes inhalés plus montelukast, laquelle est correcte? A, elle n'est jamais recommandée. B, elle est indiquée en cas d'asthme léger bien contrôlé. C, elle peut améliorer le contrôle de l'asthme avec une composante allergique. Et D, elle doit remplacer les bêta-2 agonistes. Alors, C. J'ai j'ai un C, C. Donc, Oui, tous ceux qui ont répondu jusqu'à présent ont répondu C. oui, 7, tout à 7, fait. 8 réponses C. Oui, tout à fait. Donc, c'est bien la réponse juste. Elle améliore le contrôle de l'asthme ayant une composante allergique. Pour la diapo d'après, si malgré le traitement actuel, corticoïdes inhalés plus montelukast, le contrôle reste insuffisant, l'étape suivante selon GINA est A.
augmenter la dose de corticoïdes inhalés. B. Ajouter un bêta-2 longue durée d'action, LABA. C. Arrêter le montelukast. D. Passer à la corticothérapie orale systématiquement. Alors, à vos claviers, je rappelle que c'est un enfant qui est obèse. On a répondu qu'il a, je suis en train de raisonner, hein, qu'il a, qu'il a une certaine résistance aux corticoïdes, vu son obésité. Il est en step, il était en step 3 de GINA, c'est-à-dire un ICS plus un anti-leucotriène montelukast. Donc, je suis censé escalader. Et qu'il a Alors, 10 ans. j'ai B, AB, B, B, AB, donc c'est entre AB, ok. Donc, c'est soit augmenter la dose de corticoïdes ou bien ajouter un LABA. Je ne sais pas si je vais être juste ou pas, Dr. Zouaoui, mais moi, j'ajouterai un LABA. Je ne tenterai pas d'augmenter la dose de corticoïdes. C'est un enfant. Absolument. Et en plus, il a une obésité. Donc, la réponse va être moins impactante que d'autres. Mais bon, Absolument. c'est à vous de répondre. Absolument. Les deux options peuvent se discuter, mais plutôt chez cet enfant, plutôt la B, plutôt un LABA, pour justement éviter déjà d'augmenter les doses de corticoïdes inhalées avec ses effets indésirables. Et c'est un enfant obèse qui est moins répondeur que les autres. Alors, diapo Excellent. suivant. Excellent. Au total, donc, le montelukast a un intérêt majeur en cas d'asthme allergique de l'enfant obèse, surtout s'il a une réponse aux corticoïdes inhalés qui est partielle. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Oui. Juste, je terminerai pour ce cas clinique avec ce petit diagramme qui résume la place du montelukast chez l'enfant obèse et asthmatique. C'est une inflammation non éosinophilique. Donc, le montelukast contribue à la réduction des symptômes de l'asthme, contribue à la réduction des exacerbations et sa prise orale, elle est beaucoup plus simple, mais ceci n'empêche que les corticoïdes inhalés gardent leur place à faible dose chez cet enfant. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je passe cette diapo parce que c'est un peu la place du montelukast. Juste cette diapo qui est assez importante pour insister sur l'indication du montelukast. Donc, c'est pour l'asthme persistant léger à modéré, l'asthme avec allergie associée rhinite, l'enfant avec obésité réponse réduite aux corticostéroïdes inhalés, pour prévenir l'asthme d'effort, mais jamais en monothérapie si l'asthme est sévère. Il sera indiqué pour le stade 2 du GINA avec option en corticostéroïdes faible dose ou stade 3 et 4 en association avec les corticostéroïdes et le LABA si le contrôle est insuffisant. Pour le cas clinique 2, on va être beaucoup plus rapide. Et donc, j'entame directement. Cet enfant a 6 ans et il est ramené par ses parents pour un ronflement nocturne persistant depuis plusieurs mois. Son histoire est marquée par des ronflements bruyants quotidiens avec des pauses respiratoires rapportées par les parents, un sommeil agité, parfois un sommeil en position assise, une fatigue matinale et des troubles de l'attention à l'école. Il n'y a pas d'asthme, mais il a une rhinite allergique intermittente. À l'examen, c'est un enfant qui est eutrophique, sans dysmorphie faciale. L'examen ORL met en évidence une hypertrophie des amygdales, grade 3, avec des végétations adénoïdes, un examen pulmonaire normal. Une polysomnographie réalisée met en évidence un indice d'apnée-hypopnée modéré et les tests cutanés montrent une sensibilisation aux acariens. Donc, on est devant un syndrome d'apnée de sommeil chez un enfant de 6 ans avec une hypertrophie adéno-amygdalienne sur un terrain allergique. La prise en charge initiale était des mesures générales, éducation des parents pour le SAS et ses conséquences, le traitement de la rhinite allergique avec un lavage nasal et des corticoïdes nasaux et un traitement médical basé sur des antileucotriènes, le montelukast qui est proposé pour une cure de 3 mois chez ces enfants qui, encore une fois, qui ont un phénotype
d'allergie associée à un syndrome d'apnée de sommeil léger à modéré, associé à une inflammation adéno-amygdalienne. Alors, le mécanisme des antileucotriennes dans ce cas, c'est un effet bien sûr anti-inflammatoire sur les voies aériennes supérieures, pouvant réduire le volume adénoïdien et amygdalien. La place de la chirurgie. L'adénoïdectomie et l'amygdalectomie restent un traitement de référence si les symptômes sont sévères ou si l'indice d'apnée-hypopnée est élevé ou si échec du traitement médical. C'est pour ça qu'on va traiter médicalement et faire un suivi au bout de 3 mois ou de 6 mois de Montelucast et réévaluer par un examen clinique, un examen ORL et une polysomnographie. Si l'enfant ne s'améliore pas, diapo suivante, on va passer à la chirurgie. Donc, les points clés sur les antileucotriennes chez ce cas particulier, ils sont indiqués dans le syndrome d'apnée de sommeil léger à modéré en alternatif ou en complément aux corticoïdes nasaux. Ils ont un effet bénéfique chez ces enfants, surtout qui ont une composante allergique. Et ils permettent parfois d'éviter ou de retarder la chirurgie. Et leur efficacité sera évaluée au bout de 3 mois. S'il n'y a pas d'amélioration, on sera amené à les arrêter. Au total, c'est un enfant qui a 6 ans, qui présente des ronflements nocturnes avec une hypertrophie amygdalienne grade 3 et des pauses respiratoires. Quel est le diagnostic le plus probable? A. Asthme allergique. B. Syndrome d'apnée de sommeil obstructif. C. Rhinosinusites bactérienne chronique. D. Reflux gastro-œsophagien. À vos claviers, donc A, B, C ou D. Alors, j'ai actuellement des réponses B, B. Donc, B. la majorité de ceux qui Ouais, ont tout répondu à B. fait. On a déjà avancé le diagnostic, donc on va passer à la diapo d'après. Oui. Et parmi les examens suivants, donc c'est bien un syndrome d'apnée de sommeil. Quel est l'examen, le gold standard pour faire le diagnostic d'un syndrome d'apnée de sommeil? S'agit-il d'une radiographie thoracique, d'un enregistrement polysomnographique, d'un scanner des sinus ou d'une fibroscopie ORL? Vous pouvez répondre un, 2, 3, 4. C'est quatre. Voilà. 2. Tout le monde a répondu 2. Hein. À 10 personnes. l'unanimité, Ah oui, oui, oui. c'est la polysomnographie. Donc, pour cet enfant avec le syndrome d'apnée de sommeil léger à modéré et hypertrophie, quelle est l'option thérapeutique médicale proposée avant la chirurgie? Antibiothérapie à large spectre, A. B. Corticoïdes nasaux plus ou moins anti-leucotriennes. C. Bêta-2 agonistes inhalés. Et D. Corticoïdes systémiques au long cours. Donc, A, B, C, D ou un, 2, 3, 4, c'est à vous de voir. 2, 2, 2, B. Donc, tout le monde est unanime. Hein. Voilà. Après, il y a une seule personne qui a ajouté la C, bêta 2 associé aux corticoïdes nasaux plus antilocotrienne, mais tout le monde a répondu la réponse 2, c'est-à-dire Non, corticoïdes nasaux plus ou moins antilocotrienne. il n'est pas asthmatique, l'enfant, il est juste Donc, allergique, pas donc n'a besoin de bêta pas 2, besoin de bêta-2 justement. agonistes. Voilà. Ok. Donc, on passe. L'adénoamygdalectomie est indiquée de première intention si le SAS est sévère avec un apnée-hypopnée élevé ou si le SAS est léger avec terrain allergique. Comme troisième proposition, si le SAS est modéré, amélioré par les corticoïdes nasaux. Et D, pour une simple rhinite allergique sans SAS. Donc, à vos claviers, A, B, C, D. Alors, ceux qui posent des questions au fur et à mesure, on va revenir sur les questions après. Hein. Donc, je suis en train de les noter. Mais si vous voulez répondre à cette question-là, donc en A, B, C ou L, A, D. Alors, je vois la première réponse. Donc, tout le monde répond pour le moment sur Donc, la première réponse. effectivement, la Voilà. chirurgie sera indiquée en deuxième intention si le traitement médical n'est pas
n'est pas efficace ou si si le syndrome d'apnée de sommeil est sévère et c'est la réponse A, justement. Alors, diapo Excellent. suivante, Oui, s'il vous plaît. La place des antileucotriennes est bien établie en cas de syndrome d'apnée de sommeil selon les dernières études et chez l'enfant dans les formes légères à modérées, en particulier lorsqu'il existe une inflammation adéno-amygdalienne et ou un terrain allergique. Et donc là, on est en train de phénotyper l'enfant allergique avec un syndrome d'apnée de sommeil et une inflammation amygdalienne. Diapo suivante, et je j'aurai bientôt m'excuse. terminé. Voilà, Le mécanisme d'action, ils sont on l'a vu déjà. anti-inflammatoires sur l'hypertrophie des végétations. C'est des antagonistes des récepteurs des leucotriennes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et leur indication principale dans ce cas, c'est soit un syndrome d'apnée de sommeil léger à modéré, avec un indice inférieur à 10 événements par heure. Chez l'enfant avec hypertrophie adéno-amygdalienne et ou allergie respiratoire, et comme option thérapeutique avant ou après la chirurgie chez les enfants ou chez les enfants où la chirurgie n'est pas possible ou est différée. Diapo suivante. Voilà, tout de suite. Leur efficacité, elle a été bien établie dans les études récentes avec une réduction grâce au montelukast de l'indice d'apnée-hypopnée d'environ 50% après 3 mois de traitement, ce qui n'est pas négligeable, avec amélioration des symptômes du renflement, amélioration du sommeil, amélioration de la somnolence diurne et diminution du volume des végétations et de l'inflammation locale. Leurs limites, leur efficacité est moindre dans les formes sévères et il faut toujours réévaluer le traitement médical et les effets indésirables. Les recommandations selon l'American Academy of Pediatrics recommandent le montelukast plus ou moins corticoïdes nasaux dans le syndrome d'apnée de sommeil léger à modéré, l'adénoamygdalectomie si le syndrome d'apnée de sommeil est sévère ou échec du traitement médical. Et je terminerai par cette plaque pour montrer la place des antileucotriennes en bleu pour le syndrome d'apnée de sommeil léger à modéré avec un indice apnée-hypopnée inférieur à 5 par heure et une hypertrophie amygdalienne modérée associée à une rhinite allergique. Par contre, la chirurgie sera indiquée en cas de syndrome d'apnée de sommeil sévère avec une obstruction sévère et importante et des signes de retentissement. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour l'excellente présentation. C'était très clair, très didactique. J'ai bien aimé les questions. C'était des cas cliniques, il fallait le faire, mais ça nous a permis d'être très attentifs tout au long de la présentation. Alors, pour la présence, hein, avant de passer aux questions, je pense que j'ai tenu promesse, hein. Je vous ai promis de se régaler. Et moi, le premier, je me suis régalé tout au long des deux présentations. J'étais à la première loge, certes, mais je vous remercie encore une fois, professeur Boussafara, docteur Zouaoui, pour l'excellente présentation. Je vois beaucoup de cœurs, beaucoup d'applaudissements qui défilent, donc ça témoigne de la qualité de la présentation. وقت اللي انت تقدم دكتور زواوي, il y a eu deux questions, je pense. نرجعوا لهم قبل ما clôture. Il y a une question de docteur Karoui qui pose la question à vous deux, hein. Est-ce qu'il y a un bénéfice en termes d'action sur le remodelage bronchique en utilisant justement les antileucotriennes, que ce soit à long terme ou en traitement chronique de fond? Oui, Bon, généralement, on les utilise dans l'asthme léger, persistant léger. C'est des enfants qui, normalement, ont un asthme qui n'a pas de remodelage particulièrement. C'est pas un asthme sévère, mais on dit que le remodelage peut débuter même en anténatal dans certaines conditions de grossesse où la mère, par exemple, est fumeuse. Maintenant, on ne sait pas, on ne peut pas répondre à cette question. Il n'y a pas d'études qui ont montré si vraiment ils peuvent modifier
Euh, Moi, je pense qu'il faut retenir qu'ils peuvent améliorer la qualité de vie des enfants, essentiellement. Et puisque j'ai la main, je voudrais dire à Anis que moi, quand je reçois ces enfants qui ont les végétations plus ou moins associées aux amygdales, et on se demande si c'est l'obstruction est mécanique ou bien inflammatoire. C'est la grosse question. Je les Justement. envoie aux ORL et ils font la nasofibroscopie pour voir si les paquets sont très importants, auquel cas ils vont indiquer de les enlever quel que soit à ce moment-là l'état de l'enfant et s'il a ou pas une rhinite allergique associée. Il faut seulement dire aux parents que quand il y a une allergie, attention, le fait d'enlever les végétations ne va pas clore la maladie et qu'il faut continuer à prendre en charge l'enfant pour sa rhinite. Mais les végétations, s'ils jouent contre nous, avec une hypopnée du sommeil, avec un ronflement, une qualité de vie qui est altérée, et que l'ORL, en faisant la fibroscopie, dit c'est des paquets complètement obstructifs, il faut les enlever. Ils jouent contre nous. Très bien, Je suis merci. absolument d'accord avec professeur Boussofara. Il faut prendre au minimum 3 mois, réévaluer l'enfant si il n'y a pas de syndrome sévère et les antileucotriennes, comme je l'ai montré dans l'étude, améliorent de 50% ces enfants et diminuent l'inflammation bronchique. On n'est pas pressé de les opérer. Il faut attendre au moins 3 mois et réévaluer l'enfant. Excellent. Et je pense, docteur Boussouhara, concernant le remodelage bronchique, je pense qu'un enfant qui va être bien contrôlé, ça va justement faire sous-entendre que le niveau d'inflammation au niveau bronchique va être bien contrôlé, réduit, et c'est ce qui va jouer en faveur justement de la maîtrise justement de ce remodelage et d'éviter qui va s'aggraver tout au long en comparant bien sûr un enfant qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas sous traitement de fond, qui abuse des sabbats par exemple, qui ne prend pas convenablement son traitement de fond, quel que soit, Martha, d'une façon générale. Euh, non, on ne sait pas Oui, par quoi on justement. va évaluer le remodelage. C'est par la gêne que peuvent présenter leurs enfants ou bien Oui, par les EFR. justement, Et souvent, justement, les EFR sont justement, strictement normaux parce justement, justement, que les petits ont une particularité, c'est qu'ils ont des capacités ventilatoires supérieures. justement. Et donc, si on est dans les normes, il se peut qu'il soit normal en spirométrie de base, et quand on donne les bêta-2 courte durée d'action, ils s'améliorent encore plus. Justement. Mais leur particularité, heureusement, la majorité ont des EFR normales. Peut-être, peut-être, docteur Boussafara, Alors, c'est voilà. l'évaluation de l'inflammation bronchique d'une façon indirecte, que ce soit par le phéno ou par un dosage. Bon, je sais que le phéno se fait, mais dans des études, ils font le dosage des eosinophiles dans des expectorations, mais c'est plutôt des examens qui sont pas faciles d'accès. Mais le phéno, par exemple, pourrait indirectement nous donner un état sur l'inflammation bronchique et du coup, mais comme vous l'avez bien dit, Martha, le remodelage bronchique, il faut des examens histologiques, je pense, pour qu'on puisse Absolument, on ne peut pas le Ouais. exclure confirmer, vivant. justement. C'est trop, quoi. Oui, très C'est bien. pas Une de autre pratique question, courante. oui, justement. Alors, une question de docteur Jeddi, concernant les tests cutanés. À partir de quel âge le test cutané devient fiable? Sinon, est-ce qu'il y a des examens complémentaires qui vont confirmer avec certitude le diagnostic d'un asthme chez les nourrissons et les petits-enfants? Pour la première question, à partir de quel âge, et le professeur Boussofara va le confirmer avec moi, il n'y a pas d'âge. On peut faire à tout moment, si l'enfant le permet, c'est-à-dire s'il reste calme, on peut même faire au niveau du dos. Avant, on disait que c'était à partir de l'âge de 5 ans, mais maintenant, on le fait même à l'âge de 1 an, 2 ans. Il n'y a pas d'âge et professeur Boussofara peut le confirmer avec moi. Pour la deuxième, Oui, et oui. bah, oui, vas-y, continue. Et pour la deuxième question, عاود لي ناصر سامحني. C'est par rapport. Alors, je reviens à la question.
C'est par rapport aux examens complémentaires. Est-ce qu'il y a des examens complémentaires qui vont confirmer avec certitude le diagnostic de l'asthme, hein, de la tranche d'âge des nourrissons et des petits-enfants? C'est-à-dire Oui, moins de 4 ans. on mesure les résistances à partir inférieure à 6 ans, on mesure les résistances chez les enfants et à partir de 6 ans, bien sûr, on fait une spirométrie et une Mhm. réversibilité supérieure à 12% fait le diagnostic d'asthme. C'est l'examen complémentaire qui permet de confirmer l'asthme. Très bien. Bon, l'asthme, d'abord, je réponds à la première question. Il n'y a pas d'âge, oui, mais cependant, vu que les jeunes enfants et les nourrissons ont généralement pas d'atopie, mais plutôt un asthme qui est viro-induit, on va pas leur sauter dessus avec des bras pour Oui. faire des tests cutanés. Maintenant, هي شنو الحكاية؟ أنه est-ce que le nourrisson a une peau qui répond ou pas? Alors, si on a un témoin positif qui est bien positif, avec une papule supérieure à 3 millimètres, on peut dire que nos tests cutanés pratiqués sont informatifs et on verra s'ils sont négatifs ou positifs. Voilà. C'est pour pourquoi? Quel est l'intérêt? C'est pour donner un pronostic aux parents, une ébauche de pronostic, et qui va leur dire est-ce que mon enfant va sortir de la maladie? Bien sûr, quand on n'a pas d'atopie, on est plus rassurant concernant la rémission, comme je vous l'ai montré dans l'étude de Tucson. Donc, il n'y a pas d'atopie, on est plus rassurant. C'est peut-être le seul intérêt à les pratiquer. Maintenant, pour l'évaluation allergologique, équivalent au test cutané, il y a les IgE spécifiques, mais attention, il faut les faire par méthode immunocap et non pas par d'autres méthodes où ils vont nous identifier plusieurs allergènes et nous amener vers des erreurs de comportement vis-à-vis de nos enfants. Donc, Immunocap, c'est fait à Pasteur ou à un autre laboratoire à Tunis. Je ne fais pas de publicité. Il faut faire par la méthode Immunocap et citer les allergènes qu'on demande, respiratoires. Voilà. Très bien. Alors, une autre question, en fait, docteur Hamrouni pose deux questions. Alors, la mauvaise réponse de l'enfant obèse aux corticoïdes inhalés n'est-elle pas due au fait d'utiliser un dosage faible des corticoïdes? Et la deuxième question, est-ce qu'on peut prescrire les antileucotriennes même en dehors de rhinite allergique? Alors, première question, est-ce que la réponse aux corticoïdes Est-ce que, inhalés, voilà, est-ce que le fait d'avoir une faible réponse aux corticoïdes inhalés chez l'enfant obèse, ce n'est pas en fait dû au fait qu'on utilise un dosage faible? non, pas du tout. Il a une résistance aux corticoïdes inhalés ou une réponse partielle aux corticoïdes inhalés parce que l'inflammation est non éosinophilique, probablement neutrophilique, on n'est pas sûr, il y a des études qui sortent, mais parce que l'inflammation, quand est-ce qu'on répond très bien aux corticoïdes inhalés? Lorsque l'inflammation est éosinophilique. Lui, il a une inflammation non éosinophilique. Et c'est pour ça que la réponse est partielle. Donc, il ne faut pas s'amuser à augmenter les doses, mais plutôt d'associer un anti-leucotrienne. Pour la deuxième question, Est-ce qu'on euh, peut les prescrire en dehors d'une rhinite allergique, c'est-à-dire un asthme en dehors de la rhinite allergique? Je pense pas forcément. non, On n'est pas pas obligé forcément. d'avoir l'association, justement. Je ne sais pas si Et Madame oui. Boussafara peut rajouter quelque chose pour la première question. La première, non, non, c'est pas en microgrammes kilo. On ne donne pas. Les femmes ont des doses, des recommandations, doses faibles, moyennes, élevées. Il faut éviter les doses élevées, quitte à Justement. rajouter un autre traitement plutôt que d'augmenter les doses. Et puis,
C'est quoi l'autre question? La question, c'est par rapport au fait d'utiliser les antileucotriennes chez les asthmatiques, Non, simplement pas en dehors de la rhinite mais on allergique. a vu tout à l'heure qu'on Oui, peut les utiliser chez l'asthme du nourrisson. Ils peuvent être utilisés en monothérapie. justement. Il n'y Même a en pas de dehors de la rhinite. souci. Bien sûr, Dans en l'asthme du dehors de corps la rhinite. et Il n'y a dans pas de Très bien. l'asthme souci. du fort. Oui. Oui, Après, comme on l'a dit, il y a des profils patients et ce qu'on va appeler des phénotypes qui vont justement nous orienter vers cette personnalisation du traitement pour un peu monter les chances de réussite de cette prise en charge-là. Alors, si tu oui, permets, juste oui, bien sûr, pour rajouter, que l'enfant participe au choix. Alors, il, justement, oui, il va répondre si cette combinaison de poudre sèche ne l'intéresse pas, ou bien il dit, voilà, je m'améliore pas. Plusieurs fois, je pose la question pour oui, les antileucotriennes chez le grand enfant. Est-ce que il veut bien que le garder ou pas? Et aujourd'hui même, il me dit oui, 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 je le veux. Pour la rhinite, essentiellement, ça donne un plus. Et donc, on le fait participer. Et des fois, ils disent non, c'est pareil. Alors, je l'enlève. Parce que on doit diminuer le maximum la charge thérapeutique qui permettra d'avoir un contrôle de l'asthme. On n'est pas obligé de surcharger. Hatta quand on surcharge, ils ne veulent pas adhérer. Ils vont hmm, lâcher les traitements. effectivement, effectivement. Alors, il reste deux autres questions, donc on va les poser très rapidement. Une question de Dr Amdouni, donc qui pose cette question, quelle est la dose maximale d'ICS formoterol? Je pense qu'elle parle de la dose maximale du corticoïde à prendre si s'il y a une exacerbation chez un adolescent qui a un âge supérieur à 12 ans. Euh, De quoi on parle? La Des dose bêta 2. d'un ICS formoterol, je pense la dose de corticoïde inhalé à prendre si on est face à une exacerbation chez un adolescent. Dans l'exacerbation, c'est pas les recommandations. Il faut, absolument. il faut, Plutôt, il faut dans l'exacerbation, c'est les bêta-2 courte durée d'action. en nébulisation, je pense. C'est les On traitements en peut en nébulisation. Oui, nébulisation en ou spray. bien par le spray Oui. associé au corticoïde, que ce soit par voie générale si l'enfant vraiment est mal au point, ou bien on essaiera, si déjà Roux il est sous traitement de fond, Mhm. les recommandations, on donne inhaler dès qu'il commence à tousser pour pas aboutir à l'exacerbation. Mais une fois l'exacerbation est là, il ne faut pas hésiter. Oui. Bêta-2 courte durée d'action, corticoïde pour une durée de 5 jours. Donc, on traite l'exacerbation et on démarre en même temps le traitement Et de on fond, garde le je traitement. Mais pense. بعد Voilà. On garde. Oui. Très bien. On garde. On et garde. Ça, ouais, c'est pour l'enfant qui est déjà sous traitement. Mais pour, Rouma, ouais. c'est chacun a ses pratiques. Hmm. Moi, quand je donne un corticoïde par voie générale, j'arrête le corticoïde inhalé pendant ces 5 jours. Mhm. Même s'il prend anti-leucotrienne, je l'arrête. Pourquoi OK. j'arrête? Parce que c'est pas la peine. Vu que j'ai donné le corticoïde par voie Par voie générale, orale, oui. c'est perdre des doses. Oui. Ah, mais c'est pas contre-indiqué de continuer, hein. Oui, oui, Attention, c'est clair. pour C'est les clair. enfants, les khaifin, mais ils savent mon fait douer, et continue. Très bien. Dernière question de docteur Belhamami, je pense, Inch'Allah ma غلطتش في le nom. La place du dosage des IgE spécifiques. Vous avez cité déjà ça, mais quelle est la place? Quand est-ce qu'on pratique cet examen-là? Alors, Pratique. si par exemple, pardon, Anissa, si nos tests cutanés, Rouma, ils sont équivalents aux tests. Si nos tests cutanés ne sont pas informatifs, et on a un témoin positif qui est négatif, ou bien ils ont reçu des antihistaminiques Mhm. qui ne les ont pas arrêtés les 15 jours avant, ou bien les tests cutanés sont impraticables, ou bien on les a parce qu'ils ont une dermatite atopique, par exemple, ou bien parce que le médecin n'a pas les tests cutanés. Ça coûte cher quand même. Et donc, les IgE spécifiques, qui ont la même valeur informative que les tests cutanés, peuvent être
demander. Mais méthode immunocap. Très bien. Docteur Zouaoui, Rien à vous voulez rajouter, ajouter? c'est professeur Parfait. Sofal. Et voilà. Excellent. Donc, on touche à la fin de cette session-là. Merci à toutes et à tous. Merci de votre présence. Euh, on a, on a eu pratiquement 150 personnes qui ont assisté à cette session. Merci de votre patience. Je remercie mes deux amis, les deux expertes, professeur Boussofara Raouda et docteur Anissa Zouaoui, de votre aimabilité, de vos présentations, de la qualité des exposés. Merci encore une fois. Vous nous avez régalé. J'espère que tout le monde a profité de cette session. Esma Chouf, il y a beaucoup de cœurs qui montent. Donc, hein, Merci merci beaucoup. encore. Ça Merci. témoigne de l'appréciation de cette session. Merci encore une fois. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Euh, je, Et je vous vous tous. remercie encore une fois j'ai voulu aussi un petit mot habit نترحم على notre maître et notre professeur Ben Bécher, Saïda. Saïda Allah justement, yarhamha. l'imminente pédiatre, Rabbi Yarhama justement. Voilà, bonne soirée, merci encore Dr Zouaoui Merci. et Dr Boussafara. Bonne soirée à tous et au plaisir de vous revoir dans d'autres sessions et réunions. Merci à vous. Au Bye revoir. bye, au revoir. Au Merci à revoir. vous.